on va avoir une collection d'hommages qui sont bien représentatifs de notre groupe. Le fait qu'on ait réussi à rassembler, malgré les difficultés et les différents supports, donne une idée, je pense, du grand respect et de l'amitié qui nous unit à Charles. Ce que je vous propose, c'est de commencer comme on l'avait prévu, par 1 minute de silence à la mémoire de Charles. Voilà. Je vous propose maintenant qu'on commence, qu'on essaye de respecter, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont partir, qui ont aussi des contraintes. Donc, je vous propose qu'on commence sans tarder. Je vais, Didier, qui est sous une autre latitude, hein, presque, donc j'aurais aimé te donner la parole, que tu mérites bien, mais bon, ce que je propose, c'est de faire juste un très petit historique qui nous amène à Charles, et après de lancer les premiers témoignages. Ce petit historique, je pense qu'il est utile pour certaines, très récapitulatif, très rapide pour certaines personnes qui sont, si je puis dire, ont rejoint le groupe en marchant. Donc, ce petit historique, il rappelle d'où vient le groupe, je dirais d'assez loin. Le groupe, au départ, c'était une histoire d'amitié et de fidélité entre André Sonko, qui nous rejoindra peut-être, camarade de classe, qui est avec moi depuis la 6e, vous voyez, ce n'est pas tout récent, et Olivier Mellerio, qui devait venir aujourd'hui et qui a perdu sa maman aujourd'hui. Je l'ai eu, il était en train d'aller aux obsèques, je veux dire, rejoindre sa mère, et sa mère avait quand même 103 ans. Et c'est ce qui ne rend pas le chagrin moins grand. Et donc, ça, c'était en 1976, et Olivier Mellerio avait implanté Aspen en France. C'était ce moment-là. Donc, en 1994, sous la présidence de Raymond Barre, la première conférence a été organisée sur le thème qui était d'ailleurs le développement du secteur privé africain. Et c'était une conférence qui était composée de moitié d'anglophones, ce qui était assez original, et d'une majorité d'Africains, dont Essom Alinta, dont peut-être certains ont peut-être connu, le président d'African Business Roundtable, Ken Ofori-Atta, etc. Et un certain nombre d'entre nous sont encore là aujourd'hui, de cette époque-là. J'en vois un qui a fait un signe et qui sont très actifs dans le groupe. Donc, c'est une longue histoire de fidélité. En 2011, le moment était venu d'implanter le réseau en Afrique, et après le succès des conférences, parce que ces conférences tous les 2 ans ont eu beaucoup de succès, et suite à un échange avec Rémi Rioux, qui avait besoin d'un avis d'Africain sur le programme d'aide au développement de la réunion du G20, il en était le Sherpa, sous la présidence de Sarkozy. Alors, nous nous sommes réunis à ce moment-là avec Didier, chez Alexandre Villegrain, qui va peut-être nous rejoindre, je ne sais pas. Et contrairement à l'idée initiale qui venait de faire de la réunion, qui prévoyait de faire la réunion à Bamako, la première réunion du groupe,
compte tenu du retour de la paix en Côte d'Ivoire et pour appuyer le mouvement de paix, nous avons opté pour la Côte d'Ivoire. Et alors, on s'est dit, mais où, comment, etc., avec Didier. Et Didier a proposé d'appeler Charles, qui était venu 2 ans avant à Annecy à la conférence d'Aspen, qui avait beaucoup apprécié. Et dans la rue, au sortir de cette réunion, il y a eu ce coup de téléphone de Didier qui a appelé Charles, qui lui a répondu « I take it, je prends ». Voilà comment, voilà les fonds baptismaux du groupe. Théo, si tu veux bien montrer la photo du coup de téléphone, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ça te rappelle quelque chose, Didier? Oh que oui, oh que oui. Allô, Charles, voilà ce qui se passe. Et tu m'as fait un grand sourire. Et voilà, l'aventure a commencé là. Bon, voilà, donc tu peux nous arrêter, merci. Donc, eh ben, la suite, ben, je pense que ce je prends, cette capacité de décision, cet engagement sur un coup de téléphone, déjà caractérise bien notre si grand ami Charles. Et la suite, un grand nombre d'entre vous la connaissent, et je pense qu'on va introduire à partir de là, maintenant, si vous le voulez bien, les hommages. Hein. Si vous voulez, je dirais simplement, pour pas faire trop long, hein, que ça était vraiment une très grande chance pour moi, cheville ouvrière, de travailler avec Raymond Barre et après avec Charles. 2 grands hommes. Pour moi, Charles, son intelligence et sa maîtrise des sujets aussi bien économiques, politiques et sociaux m'a toujours impressionné. Son charisme de chef baoulé, mais à mon avis, les baoulés, on peut les entendre dans un sens très large. Son exigence, ses valeurs, sa foi, son ouverture sur l'Afrique et le monde, son panafricanisme et le fait que nous avons toujours travaillé dans une totale synergie et une grande communion sur les valeurs, sur les objectifs du groupe et en synergie parfaite, aussi bien avec Charles qu'avec le, entre guillemets, le noyau dur qui a composé le bureau depuis le début, c'est-à-dire Didier, Léon, et Coco Moukete et Laurence Doré. Voilà. Donc, voilà, c'était pour vous donner je dirais le fil conducteur et la filiation et l'historique, ce long historique qui nous a amené, je dirais, au groupe et à ces 10 ans que nous fêtons maintenant. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer donc aux multiples facettes et talents de Charles. On a essayé de prendre un certain ordre pour, voilà, tout simplement pour essayer que ça soit un bouquet finalement. Donc, il y a Charles par sa personne et le groupe. Il y a le banquier, le gouverneur de la BCAO, il y a le Premier ministre, il y a le panafricain, il y a la culture, et en conclusion, on aura une rétrospective un peu plus ramassée de Franck Ekra qui nous dira d'ailleurs des choses étonnantes que je lui laisse découvrir, nous faire découvrir. Donc, on va commencer, si vous voulez, par une petite vidéo d'Aziz Thiam qui révèle un côté de la personnalité attachante de... Une petite anecdote. Pour évoquer la mémoire de mon oncle Charles Konambani et permettre d'apprécier quel genre de personne c'était, il m'est apparu plus simple de vous raconter une petite anecdote. En 1974, les amateurs de football se rappellent qu'il y a eu une Coupe du Monde de football organisée en Allemagne
et dont les deux finalistes étaient la grande équipe d'Allemagne emmenée par Franz Beckenbauer et l'équipe de Hollande conduite par Johan Cruyff. J'étais un supporter inconditionnel de l'équipe de Hollande. À l'époque, j'étais étudiant en classe préparatoire à Versailles, en période d'examen, quand tonton Charles m'a joint, il m'a appelé, après avoir cherché mon contact, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu fais pour la finale? Je dis, ben, je vais la regarder avec des amis. Il m'a dit, non, 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 tu viens, il y a tes frères, tes cousins qui seront là, on va regarder ça en famille. Et je suis allé, j'ai passé un très bon moment, mais ça s'est mal terminé parce que l'Allemagne a perdu, la Hollande a perdu. J'étais complètement abattu. Et tonton a su trouver les mots pour me remonter le moral, pour m'encourager avec douceur et avec humour. Bref, deux qualités chez lui. Un, le sens de la famille. Deux, l'empathie devant la souffrance et la détresse. Repose en paix, tonton. Je t'aime et tu me manques. Merci Théo. Alors maintenant, je vais vous lire un mail que m'a envoyé Ibrahim Sissavané, donc qui était au tout début de notre groupe et qui est actuellement qui est actuellement ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie. Bonjour mon cher Pascal, je nous redis Yako. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, je nous redis Yako, mais on va probablement avoir l'explication par des Ivoiriens. Depuis le décès du grand frère, j'ai écouté avec plaisir, hommage et éloge. Je veux continuer d'écouter, mais je ne souhaite pas intervenir. L'affection teintée de grand frérisme que me portait Charles Konambani l'a amené à m'impliquer dans certains de ses projets. Nous parlions de temps à autre quand il était gouverneur de la BCEAO. Il m'a sollicité pour être président d'une des sous-commissions à la CDVR. Un jour, j'ai publié un portrait non complaisant de Charles Konambani. À la lecture, loin de s'en offusquer, il s'est contenté de me dire « Je crois que tu es l'un de ceux qui ont vraiment cerné ma personnalité. » Pour le GIAF, vous êtes nombreux à savoir les conditions de sa conception et de son organisation. Je prophétise que grâce à votre volonté collective, notre volonté commune, cette belle idée du GIAF survivra et vivra. C'est en tout cas le meilleur hommage qu'on pourrait rendre au grand frère, Charles Konambani. Cher Pascal, tu feras ce que tu souhaites de ce petit témoignage. De cœur avec vous, Sissavané. Alors, un troisième hommage de quelqu'un qui n'a pas pu être là, comme les deux précédents. Alors, vidéo, un hommage de Jean-Louis Écrat, donc, qui a présidé avec talent, d'ailleurs, notre dernière conférence, puisque Charles était indisponible, en remplacement de Charles. Théo, si tu peux nous envoyer la vidéo. J'ai bien connu Charles Konambani, non seulement à titre familial, car un de mes frères a épousé une de ses nièces, mais aussi à titre professionnel, puisque j'ai moi-même fait une longue carrière dans le secteur bancaire. Je retiens de lui que c'était un homme doué d'une intelligence remarquable et qui était très engagé dans l'intérêt de son pays et de l'Afrique. Lorsque, en 1995, je faisais acte de candidature pour le poste de vice-président exécutif d'Afreximbank,
il avait été consulté par le comité de sélection. Ensuite, en tant que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, il s'était particulièrement et personnellement impliqué dans la résolution des différends au sein des actionnaires de la banque. La Côte d'Ivoire et l'Afrique perdent en lui un homme d'une grande probité morale et intellectuelle et une personnalité résolument engagée pour un meilleur devenir du continent et de sa population. Que son âme repose en paix. Merci Théo. Oui. Alors, maintenant, en ce qui concerne les facettes de banquier, même de gouverneur de banque centrale de la BCEAO, je vais laisser Jean-Michel Debras nous dire quelques mots. Oui, bonjour. C'est à la fois avec émotion, et beaucoup de souvenirs que je voudrais évoquer Charles Konan Banny, que j'ai eu le privilège de connaître au fil d'une bonne trentaine d'années de carrière commune, dans ses fonctions de banquier central, de Premier ministre et ensuite évidemment au GIAF. Charles était l'incarnation de sa double culture. Il était d'abord fidèle à ses racines baoulées, ivoiriennes, à sa terre, à sa culture, à ses modes de pensée, d'organiser les relations humaines. Cet attachement se traduisait directement dans sa manière de travailler, de négocier, d'arbitrer, de concevoir l'intérêt général et de concevoir la politique. Le voir présider une réunion, c'était recevoir une leçon d'africanité. De manière tout aussi symbolique, nos réunions de CAF n'avaient pas lieu n'importe où. Elles avaient lieu à Yamoussoukro, c'est-à-dire proche de la basilique et proche des tombes de la famille du président Houphouët. Charles Konan Banny a été tout aussi fidèle à la France qu'il aimait. Cette France-là, c'est celle de notre langue commune, c'est celle des professeurs qu'il avait formés, et il le disait avec reconnaissance. Celle de ces grands professionnels qu'il avait nourris de leur expérience à la BCEAO. Il aimait aussi la France populaire, notre France à tous, qui peut paraître étrange, mais qui pourtant était très symbolique. Nous l'avions vu, nous autres du GIEF, chanter tout le répertoire de la chanson française lors d'une soirée à Abidjan. Et c'était un moment de bonheur, et cette France-là aussi, il l'aimait. Sa grande richesse intérieure, son sens du devoir, sa religion du travail ont marqué sa manière de servir tout au long de sa carrière. Quelques aspects que j'ai pu voir dans ses différentes fonctions. Gouverneur d'abord. Charles Konan Banny était et restera d'abord le gouverneur. Il fut le gardien du professionnalisme de sa belle maison, mais aussi le garant de son indépendance face à toute institution ou personne qui pouvait menacer cette indépendance. Quand il présidait la commission bancaire, il veillait à l'équilibre d'une part de la rigueur financière, bien sûr, mais aussi le souci du financement du développement. Quand dans les commissions de convergence, il fallait concilier les intérêts légitimes des États membres de l'Union, il déployait son sens du compromis avec une patience infinie et une diplomatie remarquable. Gardien du système monétaire, il en était néanmoins très conscient de ses limites et de sa nécessaire évolution. Nous savons qu'il aurait souhaité aller plus loin à l'occasion de la dévaluation du franc CFA dans la réforme du système. Et il avait bien voulu nous le confier à la dernière conférence du GIAF à Yamoussoukro. Pour toutes ces raisons et sans doute beaucoup d'autres, Charles a d'abord été, pour nous tous, une autorité. Merci beaucoup
Jean-Michel. Je précise juste la petite anecdote que tu évoques, mais qui est loin d'être insignifiante quand tu dis à propos du franc CFA, cette anecdote qui moi, m'a toujours impressionné, qui était à la fin des négociations qui ont forcément été dures, lourdes, etc., mais quand même réussies, c'est-à-dire qu'il avait quand même réussi à créer, à mettre tout le monde d'accord, hein. Je dirais c'était quand même une marque de crédibilité personnelle forte sur un enjeu de cette taille-là. Donc il s'est tourné, je crois, vers le directeur du Trésor français à un moment donné, et il a dit, bon, maintenant, regardons l'aspect des variations du taux de change. et le directeur du Trésor lui a dit, mais oui, mais on a fait beaucoup pour aujourd'hui, on en reparle la prochaine réunion. Il n'y a plus de prochaine réunion parce qu'il n'y avait plus ce même directeur du Trésor la fois d'après. Donc, voilà, quand même une anecdote historique. Voilà. Bon, mais heureusement maintenant avec Kako, on arrive à rattraper le temps perdu. Il en parlera tout à l'heure. Donc, je voudrais donc continuons sur cet aspect du gouverneur. Théo, si tu peux nous mettre la vidéo d'Abdoulaye Bio Tchane, qui était donc qui travaillait avec lui et qui est actuel ministre du développement et de la coordination gouvernementale au Bénin. Chers amis de Initiative Afrique, je suis très heureux, mais en même temps très peiné de devoir parler aujourd'hui de Charles Konan-Banny après son décès. Mais pour moi, bien que ce soit difficile, c'est un plaisir que de témoigner de qui était Charles Konan-Banny. J'ai eu l'occasion de le fréquenter pendant des années. Il est devenu un grand frère, un ami, et je peux dire aujourd'hui sur tous les aspects que Charles Konan-Banny était un grand homme. Une des grandes caractéristiques de Charles Konan-Banny, c'était un Africain, c'est un panafricaniste. Et il suffit de se rappeler qu'il a été l'initiateur principal de ce groupe auquel nous appartenons tous, Initiative Afrique. Il a été à la base de la création de cette compagnie, la seule compagnie qui appartient à plusieurs pays aujourd'hui, à Sky. Et c'était son ambition de créer une grande compagnie qui succéderait à Air Afrique. Mais les contingences l'en ont empêché. C'était vraiment un panafricain dans les idées, dans la pratique et dans son amour pour les territoires. Charles Konan-Banny a été un grand manager. C'était le 3e gouverneur de la BCEAO. Je pense que c'est lui qui a été à la base de la grande modernisation de la Banque centrale, dans ses instruments, mais aussi dans l'institution sur sa forme administrative d'aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé avec lui dans le cadre de la dévaluation du franc CFA. Nous avons convenu ensemble que le jour de la d'évaluation, nous allons signer l'acte avec une encre spéciale. Malheureusement, ce jour, au moment fatidique, moi qui étais son assistant, j'ai laissé tomber l'encrier qui s'est cassé. Charles Banny ne m'en a pas voulu, il a poussé un grand rire, il m'a dit « voilà ». Et nous avons passé le temps à rigoler, nous avons fait signer les ministres avec un bic ordinaire. Et cela s'est passé sans histoire. Charles Banny, c'était aussi quelqu'un qui était authentique. C'était un Africain authentique, c'était un Ivoirien authentique. C'était le Baoulé authentique et le chef Baoulé. Il aimait vous conduire dans son village, Morofé, à côté de Yamoussoukro. J'y suis allé un nombre infini de fois. Et Charles Banny savait recevoir ses amis.
Alors, je dirais à Massendier, qui est son épouse qu'il a laissée, à ses 3 autres enfants qui sont restés après le décès de Dominique, courage à vous tous. Nous vous aimons tous, nous sommes avec vous. Et l'image que Charles a laissée est celle qu'il nous laisse à nous tous. Merci Théo. Merci Théo. Merci de cet émouvant hommage aussi. On va évoquer maintenant un peu plus l'histoire de Charles, aussi sur le plan politique et Premier ministre et puis dans le rôle dans la période difficile. Et je vais donner la parole à Bruno Clément Bollet. S'il te plaît, Bruno. Merci, merci Pascal. J'espère qu'effectivement une sale grippe ne me coupera pas de ma voix, mais ça devrait aller. En tout cas, on lui doit bien de faire quelques efforts. Moi, j'ai eu l'honneur de faire connaissance de Charles Konan-Banny à la fin de l'année 2002. J'étais alors en poste à l'Élysée et je me rappelle l'avoir reçu j'étais avec le conseiller Afrique du président Chirac, qui était, ça va me revenir. Et c'était juste après l'éclatement de la crise en Côte d'Ivoire et Charles Konan-Banny venait un peu prendre la température. Il allait être d'ailleurs le Premier ministre de cette sortie de crise peu de temps après. Je voudrais témoigner d'une anecdote qui n'a pas du tout lieu au même moment. Elle se passe 10 ans après. Et j'ai d'autant plus de plaisir à la raconter que 2 personnes qui sont ici et que j'estime beaucoup, Léon Koffi et Franck Herman Ekra, ont été les témoins de cette anecdote. Léon Koffi directement et Franck Herman Ekra un peu plus indirectement. Je ne sais pas comment, moi j'étais à ce moment-là en 2013, j'étais directeur de la coopération de sécurité et de défense au Quai d'Orsay et Charles Konan-Banny était en charge bien sûr du processus de réconciliation et je ne sais pas comment je me suis trouvé impliqué dans une tournée à 2 voix en France sur l'art de la réconciliation et de la médiation. Et l'exercice avait précisément été préparé par Léon Koffi et par Franck Herman Ekra. Et Léon Koffi donc accompagnait cette mission. Il s'agissait d'un témoignage sur les difficultés, sur les contraintes liées au processus de réconciliation. Moi, je devais témoigner, j'allais dire en vedette américaine, je devais témoigner des conditions sécuritaires propres à l'exercice de réconciliation et Charles Konan-Banny enchaînait derrière, pour expliquer un petit peu le cœur du sujet, la réconciliation des peuples à proprement parler. Et donc la tournée prévoyait une séance à Paris, au MEDEF, au siège du MEDEF, et une séance à Bordeaux, dans la grande salle du musée d'Aquitaine. Alors que la séance du MEDEF s'était passée de façon nominale, la séance de Bordeaux a été l'objet d'un coup de théâtre. Moi, j'ai fait ma partie donc, de vedette américaine, sans problème particulier, et puis Charles Konan-Banny a enchaîné ensuite derrière moi, et alors qu'il avait commencé depuis à peu près 1 minute, dans la salle, dans le grand amphithéâtre du musée d'Aquitaine, des opposants qui étaient pro-président Gbagbo s'étaient répartis dans l'assistance et se sont mis à crier en rythme des slogans en n'ayant qu'un but, s'aborder la séance, s'aborder la conférence, impossible de mener l'exercice, il y avait un bazar innommable, enfin, tout autre que lui aurait jeté l'éponge, moi le premier, et ben non, pas du tout. Je l'ai vu évaluer la situation en quelques secondes et réagir très vite d'une façon assez surprenante. D'abord, il a gardé un calme olympien quand certains sur l'estrade, à mes côtés notamment, voulaient qu'on fasse évacuer la salle. Ensuite, il a repéré que dans la pagaille, il y avait une sorte de leader. Il y avait un opposant qui menait un petit peu les slogans, le désordre, etc. Il est alors tout de suite descendu de l'estrade et il s'est mis à côté de lui, sur le siège à côté de lui, qui était libre, en se mettant comme ça au niveau de son interlocuteur. Il a fait rétablir le silence en tendant le micro
à son interlocuteur et en lui donnant la parole. Il a dialogué avec lui d'égal à égal en lui posant des questions en direct et il a fait finalement sortir l'interlocuteur de l'anonymat. Les autres opposants étaient médusés, se sont calmés, se sont tus et finalement ont écouté leur leader. Et puis il a repris la parole, il est resté à côté du leader, donc il a continué sa séance à l'intérieur de la salle avec les spectateurs, se tournant donc vers les spectateurs, expliquant calmement ce qui venait de se passer. Il a profité en fait de l'exemple pour souligner les difficultés quotidiennes de sa mission de réconciliation qu'il devait mener au niveau national. Tout le monde écoutait religieusement. Bref, alors que tout s'annonçait très mal, comme un échec cuisant de cet exercice, eh bien, il a en quelques secondes retourné toute la situation à son avantage et fait finalement une éblouissante démonstration de l'art de se réconcilier. Non seulement les opposants se sont tus, mais je ne suis pas loin de penser qu'il a réussi à les faire adhérer à la nécessité de cette réconciliation. Moi, j'ai pris à titre personnel, et je crois que l'assistance qui était là ce jour-là aussi, une leçon formidable, d'abord d'intelligence et d'analyse de situation dans l'urgence, ensuite de réactivité face à une difficulté majeure sur un exercice précis, ensuite sur l'art de convaincre par le bon sens et l'intelligence, et puis j'ai pris une leçon sur l'art de conduire son auditoire à l'endroit où on veut l'amener. Et j'ai bien compris ce jour-là pourquoi il avait été choisi, pourquoi il était l'homme de la situation dans sa mission de réconciliation RCI, et que ceux qui lui avaient confié cette mission ne s'étaient pas trompés. Par la suite, chaque fois que je l'ai croisé, on a toujours plaisanté et on s'est rappelé cette petite anecdote qui, moi, en tout cas, m'avait beaucoup marqué et a fait que j'ai une admiration inconditionnelle pour Charles Konan-Banny. Merci beaucoup Bruno. Alors, je voudrais évoquer maintenant peut-être un autre aspect. Je ne sais pas si Ginette Ursule Humann est là. Elle avait préparé quelque chose pour la partie un peu Premier ministre. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle veut bien dire quelques mots? Ginette, je ne vois pas. Non. Ok. Bon. Est-ce que, dear Arnold, we are going to speak a little bit about Pan-Africanism, which was a very important side of Charles Konan-Banny, and thank you to be with us, and you can speak in French or English as you like. All right, Pascal, tu es très gentil. I'll speak in English. Okay. It's a bit easier for me. Okay. As you know, Charles Konan-Banny is somebody that I knew professionally. I started to know him personally, but then when I retired, I didn't see much of him except through GF. I met him initially in the 90s when I took over as CEO of the EcoBank Group. And EcoBank is based in Togo, and it was not supervised by either the BCL or the Commission Bancaire, because it was a holding company. And the rules, the banking rules in the Umoa region did not contemplate a holding company. So I went to see him first, a courtesy visit, and I said to him, Mr. Charles Konan-Banny, I'm coming here on a courtesy visit. I don't speak French very well, I understand it a bit. I know you speak English, but you'll speak to me in French. So if you don't mind, if you can speak French to me, I speak English to you. That's okay. And he said, that's fine. He said he was quite amused by it. And every now and then he forgot and then started speaking English to me and then changed back to French. And I said, it's okay. And then he said to me very clearly, he said, look, we welcome EcoBank. We'd like EcoBank to
to be part of the UMOA growth story, and that he hoped we will invest and we'll respect the rules. And I assured him, I said, Mr. Bani, we will do that. I'm an African, I'm a Pan-Africanist. And for me, this division of French or English, Cote d'Ivoire, Nigeria, or Senegal is purely an artificial divide, okay? We all belong to the same continent. And he told me he was very happy to hear that. And then the second time I met him was, we're trying to create a payment system for West Africa. And I said to him, I said, why don't you allow EcoBank to do it? Because we're present in all the West African countries. And he smiled and said, well, we would like to do that, but we are not sure we're going to give it to a private company because it affects everybody. And I said, well, everything is going private now, so why don't you give it to us and then you can regulate us? We didn't come to a conclusion on that, but he was listening. He was open-minded and he wanted to see how he could help. The third time I also dealt with him professionally was on the West African currency, the ECO, or the whatever they call it. And I sat down with him, I said, Mr. Bani, I don't believe in the ECO, not because I don't believe in the principles, but I don't see how it will work. I think it's important to have regional convertibility so that we can convert the CFA into the CD, into the Naira, into the dollar C or whatever currency. But we don't need to have one currency like in Europe because the convergence was being very difficult. And he looked at me and said, Arnold, you're Nigerian, go and tell that to your Nigerian central bank. I said, but sir, I'm just a banker, you supervise us. And we laughed about it. So we had a very good discussion. And then they said they wanted to create one central bank for all of West Africa, Francophone, Anglophone, Lusophone. And I was talking to him one day, he said, you know, Arnold, I don't know what's wrong with the Anglophones, but I'm the most qualified person to run a West African central bank because I'm already running 8 of them. And I said, well, Governor, I hear you, but I'm just a listener because I'm not a regulator. And so we built up this relationship over time. And every now and then when I was in Dakar, I would go to see him as a governor. And I found him to be very open, very professional, very objective, okay? He said, I won't give you any special favors, but I will encourage you to do the right thing to develop the region, okay? Which is his style. And so when I was invited to join GF, I think it was by Pascal, and I think Laurence Derogo was also there because she made the connection. And I asked, I said, who's the head of the president and they said it was Charles Konan Banny. I immediately dropped everything and came to that meeting, if you remember, in Yamoussoukro. And I reconnected with him again. And I remember we had a discussion outside of the meeting, and I said, Mr. Bani, what's going on in Cote d'Ivoire? Cote d'Ivoire is supposed to be the example to everyone, but you're now descending into, you know, tribal and all that stuff. It's not necessary. He said, look, Arnold, I agree, and I'm trying to do the best I can to fix this problem because people like us cannot stay away from the problem. We have to try and see how we can help, okay? Whatever we can help. And I left him with a message that we'll try and see how we can work together so I can bring the Anglophone part of Africa more into the GF, because for me, GF is like a Pan-African initiative in the private sector, okay? So GF is not in any way in opposition to the African Union or any of those measures they're having in the public sector. And I think the loss of Charles Konan Banny, it's a major loss because he was well respected everywhere. So we could use his name and his stature to open doors and to talk to people. But you see, I believe in the way God works, which is that he has a way, there's a reason why he does certain things. And I think for me, and I hope for all of us on GF, this should be a call to action that in his memory, we should try and make sure GF begins to achieve
and to continue what made him interested in being our chairman. So I'll say to him, please pass on the message to his family, that they have my condolences, my prayers, and to you, Pascal, and to Leon, and to all members of GF. I think this is for us to say the way we can remember him is by making sure that GF continues from strength to strength. So I'll stop there. Thank you. Thank you very much, Arnold. I think everybody hear what you said, and it's important because we are linking the which is the past now to the future, and this is precious what you have said. Maintenant, j'aimerais que Théo nous passe la vidéo d'Amadou Khan, qui lui aussi était complètement bloqué. Merci. Bonjour, chers amis. C'est l'occasion de parler de grand monsieur Charles Konan Banny, paix à son âme. Charles Konan Banny, parler de lui est une tâche aisée, tellement il y a de bonnes choses à dire le concernant, mais ce qui est évidemment difficile, c'est justement ce qui en fait la facilité, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire le concernant. Je retiendrai de Charles Konan Banny l'Africain, et tous les amis autour de lui à travers le continent africain attestent de son africanité, et son engagement a été toujours sans faille pour cette cause de l'Afrique. Tout en étant africain, il est très enraciné africain, il est de Côte d'Ivoire incontestablement, très africain et ouvert au reste du monde. Là encore, ses nombreuses amitiés sur tous les continents en attestent. C'est donc un Africain. C'est aussi un visionnaire. Et la plupart des initiatives qu'il a eu à engager, j'y reviendrai, le démontrent amplement. Pionnier dans beaucoup de choses. Et quand on dit pionnier, il y a l'aspect premier, mais il y a aussi l'aspect met à la pâte, il met la main à la pâte. Et c'est en cela que son cas est très intéressant. C'est quelqu'un capable d'énormément d'abstraction et qui est très orienté résultat, cherchant à ce que les réformes nombreuses qu'il a eu à initier comme cadre, il a participé à leur édification, mais comme initiateur de réformes en tant que gouverneur, il y en a eu beaucoup et qu'il a eu à suivre pas à pas. Réformes qui ont touché à notre intégration au niveau de l'UEMOA. Tout le monde se rappellera sa fameuse phrase juste après la dévaluation du franc CFA en 1994, quand il disait que la première réponse de l'UEMOA à cet événement majeur qui est la dévaluation, c'est de signer le traité de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et il avait raison. Je voudrais quand même, sur ces aspects panafricains, monnaie, tout ça qu'on vient d'évoquer, tout ça, donner la parole à Kako, s'il peut nous dire, voilà, quelque chose de Théo à Ouaga. Oui, je suis à Ouaga. Merci Pascal. Bonjour à tous. Comme tu le sais, nous partageons cette passion autour de la monnaie, mais je voudrais dire rapidement 4 choses par rapport à Charles Konan Banny
pour montrer à la suite des témoignages émouvants qui viennent de passer à quel point il était visionnaire. La première chose, c'est la séquence 2000-2003 où j'ai été macroéconomiste à la direction de la recherche et de la statistique au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Dakar, puis chef de service. Charles Konan Banny nous avait demandé de construire un modèle qui deviendra le modèle en fait promesse, le modèle de programmation macroéconométrique et de simulation de la BCAO qui a été effectivement finalisé par notre ami Samba Ousmane Mamadou, qui était notre chef de service. Et voilà l'argumentaire de Charles Konan Banny. Il disait, quand je vais dans les réunions internationales où les banquiers centraux prenaient la parole, ils parlaient à partir de leurs modèles, des modèles construits par leurs différentes institutions. Et il disait, moi j'avais des intuitions, j'avais quelques chiffres, mais je n'avais pas l'autorité de celui qui pouvait parler à partir d'un modèle. Et donc, il faut que la Banque centrale ait son modèle macroéconométrique. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ce modèle. Et ça, c'est vraiment l'œuvre de Charles Konan Banny. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est toujours dans cet état d'esprit. Il dit, le fait que nous soyons 8 États ensemble, nous constituons plus que l'addition des 8 États. Et c'est ce qu'il appelait la 9e économie. Et donc, la valeur ajoutée de l'intégration, c'est quelque chose qu'il voulait absolument valoriser et quantifier. Et sur cette base, il nous a demandé de construire le programme économique régional. Très peu de gens le savent, mais le PER, le programme économique régional, que nous exécutons actuellement à la commission de l'UEMOA, c'est l'œuvre de Charles Konan Banny. Donc, nous avons construit ce modèle sous l'égide d'un collègue ivoirien, Solomon Koné, qui est maintenant à la Banque africaine de développement. Et nous l'avons envoyé à l'époque à la commission de l'UEMOA pour la mise en œuvre. Troisième élément, c'est la Banque régionale de solidarité. Charles Konan Banny avait fait le diagnostic suivant. On ne pourra pas se développer avec autant de jeunes chômeurs urbains. Et donc, il a souhaité qu'on crée une banque pour financer ces jeunes urbains qui n'étaient pas insérés dans le tissu économique. Et c'est comme ça que la Banque régionale de solidarité fut créée et qui aujourd'hui, dans certains pays, est devenue l'Aura Group. Okay. Et donc, ces trois exemples de la vision, mais pas d'une vision éthérée, une vision qui s'incarne dans l'action de Charles Konan Banny. Et donc, quatrième chose pour finir, pour ne pas être très long, moi, j'ai eu des relations un peu comme celles qu'un enfant a avec son père, avec Charles Konan Banny, puisque c'est lui qui m'a recruté à la BCAO en 2000, et c'est lui qui m'a demandé en 2003 de ne pas démissionner quand je voulais partir. Je l'ai quand même fait, mais ça ne l'a pas empêché de garder pour moi une affection toute paternelle, puisqu'on s'est retrouvés ensuite en 2010. Et là, je parle sous le contrôle de Paolo Gomez et Jean-Michel Debras, dans le cadre du panel de haut niveau pour raisonner, réfléchir sur l'UEMOA à l'horizon 2020. Et j'ai fait un exposé sur la monnaie. Et à propos des réserves de change, Charles Konan Banny me reprend et me dit Kako, vous êtes un économiste, ne parlez pas comme le président Abdoulaye Wade qui ne comprend rien à l'économie. Et donc ça aussi, il faut le dire, c'est Charles Konan Banny était quelqu'un qui aimait porter des coups de griffe de temps en temps. Et enfin, deux dernières anecdotes. On s'est retrouvés en 2011 à Lomé dans le cadre du colloque Pax Africana avec Edem Kodjo, paix à son âme.
Et Charles Konan Banny a eu des mots très durs autour des débats sur le franc CFA. Quelques personnes se rappellent, Arnaud Dekpe était le modérateur de la session et il a eu beaucoup de mal à calmer tout le monde. Et enfin, en 2014, à Yamoussoukro, au moment où je portais une énième critique au franc CFA, Charles Konan Banny dit « Je ne comprends pas pourquoi mon petit frère Kako pense qu'on est éloignés l'un de l'autre. On est beaucoup plus proches qu'il ne l'imagine. » Et donc, voilà, ce sont les derniers mots de Charles Konan Banny que je retiens. Et donc, tonton Charles, que la terre te soit légère. Merci. Merci, Kako. Merci à toi. On va rapidement évoquer la culture. Et là, j'ai un témoignage, enfin un mot de Sago du Vorou que je vous lis. Chers amis du GIAF, une tournée francilienne du spectacle « Je suis Frédéric Douglas », produit par la compagnie malienne Baroda, m'empêche de participer à l'importante réunion d'aujourd'hui, mais je veux néanmoins témoigner de ma tristesse et de mon admiration pour Charles Konan Banny, qui vient de quitter ce monde. Il était un acteur de premier rang dans la construction de l'Afrique indépendante. Il symbolisait la capacité de notre groupe à réunir des femmes et des hommes, alliant l'action et la réflexion. Je souhaite de tout cœur que cette voix et cet exemple inspirent la définition de nos perspectives. Je saisis cette occasion pour rappeler une conviction qui m'anime depuis que je participe à nos travaux. L'émancipation et le rayonnement culturel de l'Afrique sont, de mon point de vue, comme un préalable au rééquilibrage du monde, qui touche bien entendu tous les secteurs, économie, vie sociale, institutions politiques, protection sanitaire, etc. Mon expérience me montre que les jeunes qui parviennent à s'approprier ce champ, tant pour ses richesses patrimoniales que pour ses inventions créatives, y puisent une confiance en soi, une énergie, des savoir-faire qui trouvent à s'exprimer et de plus en plus souvent à les faire vivre. Ces vertus sont des anticorps contre la décomposition qui est aussi à l'œuvre et qui peut désagréger toute perspective. J'invite donc notre groupe à donner sa place à ce champ d'action et de réflexion. Jean-Louis Sago du Vorou. Amitié à vous toutes et à vous tous. Voilà pour la culture. Donc, en conclusion, alors, je vais donner la parole à Franck Ekra pour cette rétrospective où vous allez apprendre ces choses étonnantes, enfin pour moi qui m'ont étonné, et finalement tout ce qui a conduit à l'esprit de Yamoussoukro. Voilà, et de GIAF et de l'importance de cet enracinement à Yamoussoukro. Merci Franck. Merci Pascal et bonjour à tous. Moi, je vais faire un pas de côté. J'ai eu l'autorisation de Pascal de respecter la règle, donc je ne m'en suis pas privé. Je vais vous lire un portrait que j'ai brossé à grands traits du Premier ministre Charles Konan Banny. Je parle avec beaucoup d'émotion, étant donné la charge du moment que nous sommes en train de vivre. Donc, veuillez excuser la tonalité de ma voix. Un souvenir de Charles Konan Banny. L'esprit de Yamoussoukro, histoire d'un humanisme à l'ivoirienne. Les hasards de l'agenda m'amènent à m'exprimer à partir de Dakar. Une ville carrefour de l'itinéraire professionnel de l'ex-gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, le Premier ministre Charles Konan Banny. Cette ville inscrite dans le temps du monde
et dont la BCEAO est une butte témoin du pari d'intégration économique régionale, porte un peu du legs de ce fils de tribu Akwe, ce peuple lové au cœur lacustre de la savane arborée de la Côte d'Ivoire. Charles Konan Banny était profondément attaché aux valeurs de civilisation africaine, à l'image du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, un poète qu'il citait presque tant que le paysan ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Élevé dans un terroir où le masque à moins est dansé ou intériorisé plutôt que porté, il affichait parfois une franchise qui pouvait être abrupte, déconcertante et même déroutante pour ses interlocuteurs. C'était peut-être là la part d'atavisme d'un fils de planteur, pour qui, à l'instar de Bachelard, la terre porte à la fois les rêveries de la volonté et celles du repos. Cénacle d'échanges, de contradictions, voire de fécondes confrontations, Groupe Initiative Afrique, notre groupe, ce think tank, était à ses yeux une source de régénération dans l'action. Animé ainsi qu'il s'est décrit lui-même par la fièvre des bâtisseurs, cet esprit pragmatique ne dissociait pas le temps de la conception de celui de l'agir, du moins dans sa dimension prospective. Voilà pourquoi sa mission à la tête de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, un instrument de justice transitionnelle dans la veine libérale de John Rawls, qu'il s'est imaginé comme une voie de perfectibilité de la société ivoirienne, en tenant compte de la pluralité de ses sensibilités et de ses récits, illustre si bien son goût des autres. Pardonner, disait-il après Paul Ricoeur, c'est dire à l'autre, tu vaux mieux que ton acte, tu vaux mieux que ta faute. Il y avait à l'observer une jubilation non dissimulée à prendre part à nos joutes, social-libérale assumée dans un pays qui avait fait le choix précoce d'un capitalisme d'État. Charles Konan Banny était adepte de dialectique. Il trouvait en notre sein le cercle de confiance qu'il s'était échiné à tracer dans la résolution de conflits d'interprétation partout où de besoin. Que pareille initiative prenne sa source à Yamoussoukro, une terre que son mentor en politique comme à la ville, Félix Houphouët-Boigny, avait voulu terre de dialogue, de paix, de fraternité universelle, nourrissait sa fierté ivoirienne. Du reste, le choix symbolique de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, un bâtiment dédié à l'UNESCO et à son paradigme d'élévation des défenses de la culture de paix dans l'esprit des hommes, pour abriter nos premiers travaux sous sa présidence, n'était pas fortuit. L'idée séminale du baromètre de Yamoussoukro, qui avait affleuré au cours d'une de nos sessions, l'enchantait. Il aimait nous voir phosphorer. Il s'informait régulièrement de l'évolution de la trajectoire de nos amis de groupe Initiative Afrique. Ce groupe porte un peu de son souffle. Cet adepte de football et de rugby était un homme du socius, du collectif. Soucieux de mémoire et de patrimoine immatériel, la BCEAO lui doit, outre une politique d'acquisition d'œuvres artistiques, la galerie de portraits de ces hommes illustres. Cette préoccupation mémorielle et cette exigence de reconnaissance se sont étendues à la primature de la Côte d'Ivoire, le siège qui abrite nos chefs de gouvernement, où le 5e Premier ministre de notre histoire a immortalisé ses antéprédécesseurs. Républicain et homme institution, Charles Konan Banny était homme de verbe, d'esprit et de service. La plupart l'ignorent, mais lorsque le gouverneur Abdoulaye Fadiga, lequel fut pour lui un maître, rendait ses devoirs aux ancêtres,
Le premier choix du président Félix Houphouët-Boigny pour assurer la relève s'est porté sur le directeur national de la BCEAO avant qu'il ne se ravisât et qu'il n'obtint l'assentiment de ce dernier, non seulement pour différer sans visibilité sa prise de fonction, mais pour aider au mieux le nouveau gouverneur de la Banque centrale, au titre de la Côte d'Ivoire, à assumer le poids de cet héritage au nom de l'idée qu'il se faisait d'une économie de la grandeur pour notre pays. C'est en sa présence et à sa demande expresse qu'il l'informa, l'élu. Une fois parvenu à cette charge, il éleva son immédiat prédécesseur à la distinction de gouverneur honoraire, l'unique à ce jour à arborer cette titulature au sein de l'institution bancaire ouest-africaine. C'était Charles Konan Banny, un homme de dévouement, de responsabilité et de gai savoir. Yako à nous tous, c'est-à-dire bon courage. Je vous remercie. Merci. Merci de nous partager cette émotion. Merci encore. Et si je pense qu'on peut, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Oui, moi j'aimerais bien. Voilà, Marie-Roger, tu es la bienvenue. Ok. Vas-y, exprime-toi et mets-nous ton image. Oui, quand même. Pourquoi? Parce qu'on enregistre. Oui. Merci. Ok. Eh bien, je suis très émue de participer à cet hommage parce que mon lien avec Charles Konan Banny est un lien extrêmement fort et très concret. Et je crois que c'est une symbolique aussi intéressante que ça me soit donné de le faire au sein du GIAF, un groupe qu'il a contribué à créer, mais surtout qu'il a accueilli. Et là, je vais aussi parler d'accueil. En 2004, j'avais une idée. Je disais, ce serait bien qu'à Paris, on ait un lieu où les Africains se rencontrent, discutent entre eux et avec le monde. C'est-à-dire, voilà, les Africains. Et un projet panafricaniste comme était aussi Charles Konan Banny. Un projet de rayonnement un peu de la réflexion, un endroit où déjà les Africains de différents pays apprennent à discuter ensemble et à discuter, comme je disais, entre eux, mais aussi à discuter avec la terre entière autour des questions africaines. Et dans ce projet-là, j'y pensais, il n'y avait pas de lieu comme ça à Paris. Et on a eu l'idée, comme ça, de poser la question à Charles. On lui dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Il nous dit, non seulement je pense que c'est une bonne idée, mais j'ai même un local pour vous. Et effectivement, c'était Air Afrique qu'il avait hébergé dans les locaux de la BCEAO, c'est-à-dire rue du Colisée, avait fait faillite. Il s'était beaucoup battu pour essayer de relancer Air Afrique, mais bon, c'était une mission assez impossible. Mais le fait est que donc, cet endroit avait été libéré avec la fin de la compagnie africaine. Et nous l'a proposé, il nous a dit, il a trouvé une modalité pour qu'on puisse opérer le Club Millennium, donc qui s'appelait le Club Millennium de cet endroit. Et ça a l'air très simple, mais ça ne l'est pas, parce que il était gouverneur de la BCEAO, mais il y avait des forces contraires. Il disait, ça, c'est pas une activité lucrative,
Cet endroit est très bien placé, tout près des Champs-Élysées. Si on le loue, on va récupérer beaucoup d'argent. Et il leur a bien expliqué, il leur a dit, c'est eux-mêmes qui sont venus me le raconter après, que vous savez, ce qu'on gagne en loyer de manière éphémère n'est pas comparable à l'empreinte qu'on peut laisser sur la place de Paris s'il y a un lieu où, je dirais, la pensée africaine, les activités africaines peuvent rayonner à un haut niveau. Et nous lui devons le Club Millennium qui a existé de 2005 à 2010, 5 ans. Et bien évidemment, quand il a quitté la tête de la BCAO, ses successeurs étaient nettement moins favorables à notre maintien dans le lieu et ils ont donc donné actuellement c'est loué par Revlon, donc une entreprise cosmétique. Lorsque j'ai appris sa mort, je me suis dit, et c'est confirmé par tout ce que je savais qu'on l'a encore répété aujourd'hui, je dis voilà, il a eu une vie riche qui a impacté beaucoup plus de gens qu'il ne le pense, qu'il ne le réalise lui-même. Il avait cette vision, on l'a beaucoup dit, mais c'est exact, c'est-à-dire, vous voyez quand même un banquier qui, dans ses calculs, ne dit pas qu'est-ce que va me rapporter en bout de page la location d'un endroit si bien placé, mais qu'est-ce que ça peut faire pour la vision de l'Afrique que j'ai. Et voilà, donc je tenais à lui rendre cet hommage. Il le sait, nous en avons beaucoup parlé, il était très fier de tout ce qui s'est passé. Notamment, un des buts était aussi de rapprocher les francophones des anglophones, et Arnaud, tout à l'heure, y a fait allusion fortement, parce que c'était une préoccupation chez Charles. Nous avons accueilli des personnalités comme J.J. Rawlings, des chefs d'État, Wade, le président du Burundi qui est décédé, Boulouya. On a accueilli aussi Joschka Fischer, qui était ministre des Affaires étrangères d'Allemagne. Je ne peux pas dire qu'il y avait eu tellement de gens. C'était une ruche, une fourmilière. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, les gens, on a des témoignages sur l'impact que ça a eu, déjà sur la possibilité des gens de se rencontrer et de faire des choses ensemble. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées au Club Millennium. Et aussi d'avoir un lieu, une espèce de domicile africain pour héberger toutes sortes d'idées aussi et d'activités à la fois culturelles, pas l'oublier, mais aussi des réflexions sur le monde économique, sur l'avenir de l'Afrique, etc. Et donc, cher Charles, je suis sûre que tu as suivi tout ça et que tu peux être fier de cette petite action qui s'ajoute à la multitude d'autres que nous avons entendues et dont on ne dévoile qu'une partie aujourd'hui, parce que c'est une vie particulièrement riche et dense. Et voilà, je crois que tu peux reposer en paix. Et nous sommes tous, j'allais dire, des enfants de Charles Konan-Banny. Merci. Merci beaucoup, Marie-Roger. Merci aussi de ces paroles sincères et constructives et émouvantes. Si vous voulez bien, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Bon. Si vous voulez, on peut clôturer cet hommage simplement en associant vraiment à nos regrets, à nos pensées, les autres personnes du groupe décédées qui étaient d'importantes personnalités aussi et importantes aussi sur le plan humain. J'évoque la mémoire du général Cissé, dont un documentaire fait par Adjaratou Haïdara va vous parvenir,
qui est aussi très parlant sur l'exemplarité qu'il a représentée. Je pense aussi au professeur Hugon, qui a tellement marqué beaucoup de gens. Et je pense aussi au professeur Yorofal, un de mes amis personnels, qui a été aussi une des grandes voix d'enracinement dans l'histoire, dans la préhistoire, et en même temps d'engagement politique. Donc, je pense que ce sera une bonne chose aussi, à un moment donné, d'avoir peut-être un événement, tout ça qui permettra pour je dirais, nos membres du GIAF, nos illustres membres du GIAF, de se les remémorer et surtout de s'imprégner de leur message. Voilà. L'hommage, nous refermons provisoirement la parenthèse de cet hommage et je vous propose de passer sans tarder à un bilan. Il nous reste 45 minutes, donc ça va forcément être un peu rapide et je vais un peu bouleverser l'emploi du temps, pardon, pas l'emploi du temps, le programme qu'on s'était fait, qu'on avait préparé, pour donner la parole à Didier Castres, qui doit s'absenter dans peu de temps. Dans le programme que nous nous étions donné sur le bilan en perspective, on avait identifié trois grosses activités, trois gros segments de réflexion, qui étaient le think tank, l'action tank, qui est venu aussi, qui n'était pas du tout dans les fonds baptismaux du groupe, mais qui s'est ajouté avec l'idée justement de mêler l'action à la réflexion. Et donc, sur cette partie Action Tank, malheureusement, je ne crois pas que Koulou soit là. Je crois qu'il y a un problème de connexion au Mali en ce moment. Il n'arrive pas. Il m'a envoyé deux, trois informations. Mais disons que cette idée est de soutenir nos recommandations dans leur application à travers le soutien à des hommes qui les portent. Didier, si tu peux nous dire quelques mots de la façon dont fonctionne Taoussa Bis, par exemple, et où est-ce qu'on en est, et quelles sont nos difficultés et nos espoirs. Oui, bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Déjà, le nom en lui-même, Taoussa, c'est le nom d'un gigantesque projet d'infrastructure qui consistait à construire un barrage sur le fleuve Niger dans son angle, dans la région d'Anéfis, pour créer de l'emploi, parce qu'on considère tous que c'est bien la création de richesses, la création d'emplois qui est capable de stabiliser les crises et non pas simplement la force armée ou une gouvernance centralisée et autocratique. Donc c'est le nom qu'on a donné à notre Action Tank, qui a été construit dès le coup d'État, dès le 18 août 2020, autour de Sinsi Koulibaly, que vous connaissez tous, le président du Conseil national du patronat malien, qui a été constitué à partir d'une équipe réduite. On est une demi-douzaine. Et puis, on en avait fixé les objectifs généraux qui étaient triples. Le premier objectif, c'était échanger de l'information entre acteurs maliens et acteurs français sur l'évolution et les perspectives de la crise malienne. Et c'était chercher à identifier les événements qui sont susceptibles de faire changer la crise de référence ou qui changent le paradigme de la crise. Ça, c'était le premier objectif, avec évidemment des remontées d'informations maliennes. La deuxième, c'était mettre en œuvre une politique d'influence pour que le Mali, à travers les différents acteurs qui agissent sur le Mali, les gens qui étaient au pouvoir, mais aussi les bailleurs bilatéraux, mais aussi la communauté internationale, la CEDEAO, pour que tous ces gens-là orientent les choix du Mali dans la bonne direction
La bonne direction, c'est évidemment ce que professe et promeut le GIAF, c'est l'économie, l'emploi, l'innovation et l'intégration régionale dans ce domaine-là. Et cette politique d'influence mise en œuvre en direction de 3 publics, le public malien, public plus globalement africain, et puis le public international, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à la résolution de la crise malienne. Et puis le troisième volet de la troisième direction empruntée par cet Action Tank, c'était d'informer hors des canaux habituels et administratifs les différentes autorités qui observent la crise malienne avec une perception qui est celle de ceux qui vivent la crise et pas simplement ceux qui font la synthèse d'informations un peu administratives. Alors, comment ça s'est traduit dans les faits? Dans les faits, nous avons tenu des visios avec Bamako, en l'occurrence avec Koulibaly, dès le 20 août, 2 jours après le coup d'État, 2 ou 3 fois par semaine, puis progressivement 1 fois par semaine, ce qui est le rythme que nous tenons maintenant depuis quasiment 1 an et 3 mois ou 4 mois. Ces réunions faisaient l'objet d'une synthèse écrite qui permettait d'abord de suivre un peu l'évolution de la crise, en tout cas d'avoir un fil directeur à la crise. Le deuxième type d'action qu'on a conduit, c'est la rédaction d'un certain nombre d'articles, de tribunes, qui ont été rédigés et diffusés dans les médias locaux, sous la signature de Koulou, dans les médias français, l'Opinion, Libération, sous la signature d'un certain nombre de gens de cet Action Tank, et puis enfin dans les réseaux sociaux. Le troisième volet, c'est la participation à des séminaires, et notamment grâce au CIAN et à Patrick Sevestre et à l'IHEDN, Koulou a pu venir exposer ses idées à un séminaire qui s'est tenu à l'école militaire cette année. Et puis enfin, pour que la voix de la rue, et ça n'a rien de péjoratif de dire la voix de la rue de Bamako soit entendue auprès des autorités françaises, nous avons également monté un plan de rendez-vous pour Koulibaly lorsqu'il est venu à Paris pour se rendre à l'Élysée, au ministère des Armées, au CIAN, etc., etc. Voilà, c'est un peu ça l'Action Tank. Donc, l'action existe, les résultats restent quand même encore à consolider. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Didier. Merci aussi pour le temps que tu consacres à ça. C'est toi qui fais généralement le compte-rendu. Et je crois que ce groupe est très, très dynamique et très engagé. Je remercie aussi Jean-Marc Gravellini qui est là et Patrick Sevestre dont on a parlé. On a aussi une extension de ce groupe à un autre petit groupe qui comprend en plus Didier, Léon et cher Tidiane Dieye. Pardon, j'ai oublié Bruno Clément Bollet, bien sûr, dans le groupe, excusez-moi. Et donc, voilà, c'est une dynamique de groupe où et l'information entre ce qui se passe dans le groupe et le groupe en général se fait lors de points mensuels. Et vous avez reçu hier, d'ailleurs, la dernière mouture de cette information qui, je crois, est à la fois très sincère, très dans le sens de les recommandations du groupe et très toujours orientée sur solutions. Vous verrez, je vous engage vraiment le style n'est pas toujours littéraire, mais c'est vraiment, comment dirais-je, un pur produit du concret, du réalisme et de l'action. La situation est quand même très sérieuse au Mali en ce moment. C'est une raison pour laquelle vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de Maliens là en ligne, alors que vous savez que on a une antenne d'au moins 5 ou 6 personnes. Ceci dû à plein de raisons. Simplement, et vous verrez aussi qu'on esquisse qu'il y a eu deux points à mettre en exergue très fortement. Un qu'a souligné
Patrick Sevestre, qui est que l'orientation qui est en train d'être prise par l'Europe par rapport, je dirais, à sa réunion avec le secteur privé qui doit avoir lieu en janvier. Europe, donc Union africaine, Union européenne ne part pas sur des rails qui nous paraissent très pertinents. Je vous fais référence, vous pouvez trouver, c'est la position de Patrick Sevestre dans l'avant-dernier courrier qui a été distribué. Et dans le dernier, on considère qu'aujourd'hui, le moyen finalement de faire évoluer la situation du Mali, qui est au bord d'un désastre, il faut bien le dire, un désastre qui risque de se tourner en guerre civile généralisée et en même temps avec un problème je dirais de désagrégation du système de défense, ce qui entraînerait tous les autres pays de la région, puisque c'est quand même un pays aux 7 frontières, le Mali, il ne faut surtout pas l'oublier, et que le crédit, je dirais le bras de fer aujourd'hui entre la CEDEAO, la communauté internationale et la junte est quelque chose de très sérieux sur lequel une voie de sortie serait possible. Je vous renvoie au papier qui a été fait hier, c'est-à-dire que la crise économique qui va être peut-être l'élément de déstabilisation aussi de la junte doit pouvoir être un élément de négociation pour accélérer les élections et la mise en place d'un gouvernement civil qui pourra activer enfin les projets de structuration. Et nous avons une autre plateforme sur laquelle on va essayer de tenir ce discours à l'occasion de la réunion Aspen de la semaine prochaine. Donc voilà. Donc merci beaucoup Didier. Je regrette que Koulou n'ait pas pu se connecter là aussi. Hein. Il y a des problèmes aussi de cet ordre-là au Mali en ce moment, de communication. Voilà, en tout cas, nous faisons entre guillemets ce qu'on appelle nos meilleurs efforts au niveau du groupe. Et j'ajouterai, pour terminer, pour ne pas être trop long, que je prends la peine effectivement de vous parler de tout ça un peu plus longuement, parce qu'il est possible que tout ça débouche sur une tribune régulière de Koulou qui forcément prend des risques sur le plan local, comme vous pouvez imaginer, mais dont la sécurisation sera mieux assurée par un relais dans l'opinion, etc., qui risque de le protéger, et en même temps qui peut permettre de mettre en place cette voie de sortie, cette solution, sera la répercussion un peu de tous ces points de vue en utilisant la force de communication que représente le groupe. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous sensibiliser à l'idée, là aussi, qu'on est aussi un groupe d'influence et que chacun, dans son domaine, peut faire passer certains messages à son niveau. Donc voilà pour la partie Action Tank de notre groupe, qui a joué aussi quand on a essayé aussi de prendre la défense à l'époque de Soumaïla Cissé, etc., avec des articles et tout ça. Donc je pense que cette idée de levier d'action est très importante et continuera dans le futur. Maintenant, si vous voulez, je propose de passer la parole. Je terminerai en fait par la partie think tank pour laisser la parole maintenant au GIAF Junior et donc à Fatou Cissé qui va nous parler de cette création de cette année, de 2021, qui est porteuse de plein d'espoir. Merci Fatou. Merci Pascal. Je vais peut-être mettre ma caméra. Oui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour les témoignages et pour l'organisation de cette journée, Pascal. Peut-être Théo, si tu peux partager, merci, l'écran. On va peut-être un petit peu, pour ceux qui connaissent déjà et même pour ceux qui ont suivi un petit peu de loin l'initiative junior du groupe, du coup.
faire un bilan un petit peu de la première année et le programme qu'on souhaiterait mener en 2022. Merci. Du coup, en fait, la création de la branche junior s'est concrétisée en fait pour renforcer les liens intergénérationnels, notamment entre les membres du groupe et la jeunesse africaine, que ce soit sur le continent, mais également au niveau des diasporas, notamment en Europe, et poursuivre et contribuer en fait aux travaux de réflexion et à l'influence du groupe sur les problématiques, je pense dont tout le monde a parlé aujourd'hui, et poursuivre ce travail de plaidoyer en Afrique et sur le continent, comme le fait par exemple le groupe Taoussa. Ça a été formalisé, il me semble, Pascal, si je ne me trompe pas, lors de l'AG en 2019. Et avec une équipe de coordination dont je fais partie, également accompagnée de José Aododé, qui est aussi présent, et de Toyo Malé également. Et on a 2 nouveaux membres que nous avons accueillis officiellement hier. On a tenu une réunion donc, hier soir à Paris. Le premier, c'est Ronan Dumas-Labé, qui est consultant en intelligence économique et responsable de partenariat de la Fondation Francophonie sans frontières, qui nous a été recommandé par le général Castres. Il était connecté tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il l'est toujours. Et le second, c'est Adam Jaber, qui est économiste et doctorant à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Adam, je pense que tu es là, donc si tu veux peut-être te présenter assez rapidement, si tu es dans de bonnes conditions en tout cas. Je ne sais plus si... Bonjour, vous m'entendez? Oui, ouais, on t'entend. Si je peux mettre l'image. J'arrive... Attendez. Je suis connecté sur mon iPhone, je ne suis pas installé quelque part. Je rentrais du bureau, donc attendez. Ok, très bien, parfait. Voilà. Donc voilà, je m'appelle Adam Jaber, je suis doctorant à Paris Panthéon-Sorbonne et je travaille sur les questions de soutenabilité de la dette publique et puis la macroéconomie des pays. Voilà. Notamment en Afrique. Et tu as des liens, tu es d'origine libanaise. Effectivement, je suis libanais et la moitié de ma famille est au Gabon. Et donc, j'ai des liens en fait avec le Gabon. Voilà. Merci beaucoup, Adam. Merci à toi. Et donc voilà, ils nous rejoignent. En tout cas, on leur souhaite la bienvenue, voilà, au niveau du groupe. Et le GIAF Junior est encadré, on va dire, par des sages. les membres actifs aussi également du groupe, à savoir toi-même, Pascal, Joël, qu'on remercie aussi beaucoup, Anthony Tchalabi, Jean-Luc Goduvoro, qui n'a pas pu être présent, le professeur Adiaratou Aïdara Ndiaye, qui est ici aussi. Merci beaucoup, Adia. Elisabeth Côté également, que j'avais aperçue au début. Caroline Roussier également, je pense, qui est connectée. Et plein d'autres membres qui nous suivent en tout cas et qui nous encouragent dans nos actions et nos missions. Prochain slide. Donc, comme l'a précisé Pascal, on a lancé officiellement nos activités en 2021. Bien entendu, en fait, sous la crise Covid. Donc, on a démarré un cycle de conférences en ligne autour des thématiques que la plupart d'entre vous aviez travaillé en 2014 lors de la conférence de Yamoussoukro. Et nous avons souhaité faire un écho à cette conférence-là pour voir un petit peu un état des lieux. Quelques années plus tard, qu'en est-il des thématiques que vous aviez abordées, mais également des recommandations que vous avez eu à faire aux politiques. Et nous avons eu 5 conférences en ligne autour des questions notamment des politiques publiques, de gouvernance, de l'initiative économique et de l'entreprise, des femmes africaines, de l'immigration et du phénomène des ripates, et enfin des cultures africaines. Et du coup, nous sommes en production un petit peu avec Théo et José et tout le groupe
de la production d'un mini-livret sur ces conclusions-là, on va dire des conclusions actualisées de ces thématiques. Peut-être vous donner quelques chiffres de résultats, en gros, de ces cycles de conférences en ligne. Nous en avons eu 5, donc sur 5 mois, qui ont rassemblé une vingtaine d'intervenants, juniors comme seniors, et internes membres du groupe comme des externes du groupe Initiative Afrique. En moyenne, nous avions eu 30 à 50 personnes qui nous suivaient en live sur la plateforme Zoom, mais également sur Facebook. Puis un revisionnage par replay. Pour la plupart d'entre eux, c'est des jeunes qui se trouvent en Afrique, qui n'avaient peut-être pas le temps ni aussi les coûts de connexion Internet en live qui sont très coûteux, qui prenaient le temps par la suite de se connecter sur YouTube pour revoir, pour revisionner les capsules qui ont été préparées par Joël, qu'on remercie énormément, et également toute la durée des webinaires. Nous avons eu en moyenne 700 visionnages, dont un maximum de 1400 vues pour l'intervention de Succès Masra, qui était un opposant tchadien à l'époque, et qui l'est toujours, je pense. La moyenne d'âge des personnes qui nous suivent sur Facebook, pour la plupart d'entre eux, à savoir 70%, sont âgés de 18 ans à 40 ans, 44 ans, donc ça rentre parfaitement en fait dans notre cible. Ça nous a permis également d'augmenter nos abonnés sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, Facebook et Twitter, pour arriver aujourd'hui, il me semble, à 1594 abonnés. Les webinaires ont pu impacter, c'est-à-dire toucher 3500 personnes sur Facebook. Et nous avons été principalement suivis dans 8 pays africains, que sont le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Cameroun, le Mali, le Tchad et le Togo. Donc, ça correspond à peu près, on va dire, au maillage territorial du GIAF avec les antennes pays. Et au niveau de la diaspora, nous avons été principalement suivis en France et au Canada. Vous pouvez tout à fait commenter ce que je suis en train de présenter. N'hésitez pas si vous avez des questions également. On pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez à la fin de la présentation. Je veux bien la slide suivante, Théo, s'il te plaît. Merci. Alors, pour 2022, nous souhaitons poursuivre un petit peu ce travail de cycle de conférences et étendre et développer le groupe. Comme déjà, on vient d'accueillir 2 nouveaux membres. Dans ce cadre, nous aimerions nous inspirer donc, sur les bonnes pratiques et la structuration du groupe Initiative Afrique Senior, tout en sachant qu'il ne s'agit pas de la même génération. Avec une volonté de vouloir évoluer un peu plus à l'international, mais également créer un focus et des liens plus affirmés au niveau des pays d'Afrique anglophone et lusophone. On s'est dit donc de poursuivre ces conférences avec des panélistes de qualité, mais également par la suite d'avoir des moments conviviaux et sociaux après ces conférences qui sont très importantes pour les jeunes générations, qui permettent d'échanger et de fédérer le réseau sur le continent et à l'étranger. Donc, nous proposons de partir sur un format hybride, en présentiel et en ligne, parce qu'il faut le rappeler, l'aspect en ligne, c'était plutôt une contrainte par rapport à la crise Covid, mais ça permet également de maintenir le lien et de donner la parole aux personnes qui ne sont pas présentes à Paris, forcément. Et peut-être, pourquoi pas, de pouvoir tenir une conférence sur 2 dans une antenne pays avec une retransmission visio à Paris. Donc, décentraliser une fois sur 2 les conférences. Et d'autre part, également, créer peut-être un projet fédérateur qui va permettre de maintenir le réseau junior du groupe et poursuivre les actions sur le long terme. Ce projet sera principalement porté sur le continent pour renforcer les liens et qui permettra de renforcer également les liens entre les antennes pays et les partenariats avec d'autres structures si besoin. Parce qu'on pense qu'il est important de fidéliser les membres jeunes du réseau, étant donné que déjà dans ce monde de réflexion sur les questions africaines, il existe déjà beaucoup de structures. Donc, on aimerait apporter une valeur ajoutée en plus avec tout ce qui se fait. Donc, ce second cycle de webinaire, de conférences en tout cas, sera porté sur l'intégration régionale de la jeunesse africaine, toujours pour faire écho aux dernières recommandations que vous avez faites
et à la production en 2017. Donc, on pourra parler de différentes thématiques autour de ces enjeux sur l'intégration, que ce soit la mobilité humaine, les débouchés économiques, la bonne gouvernance, les territoires, la régionalisation, l'intégration monétaire, mais également la dynamique de l'économie africaine sur l'économie mondiale. Et peut-être faire un écho à la prochaine conférence du GIAF en l'automne 2022. Et également, ici, nous souhaiterions par la suite produire un autre livret sur ces conclusions-là. Et enfin, sur le dernier slide, Théo, nous souhaitons mener également des partenariats. Si possible, nous avons réfléchi, nous pensons à quelques structures, dont la FSF, représentée par Ronan du Malabé, le réseau au Bénin de José, quelques associations étudiantes africaines ici à Paris, mais également un réseau du secteur privé de la diaspora sénégalaise, le réseau Espace Diapo, d'autres structures de jeunes au Sénégal, notamment le consortium Jeunes et Sénégal, mais également si vous pensez à d'autres types de structures sur le continent, nous sommes parfaitement preneurs. Nous allons également renforcer le lien avec notre base de données de 250 jeunes aujourd'hui, qui est constituée grâce à la dernière conférence de Dakar sur la jeunesse et au premier cycle que nous avions eu à mener en 2021. Et enfin, nous faisons également appel à vous, chers membres du groupe, au niveau de vos réseaux jeunes pour pouvoir étendre et diffuser plus largement nos activités et nos missions. Et l'agenda que nous nous donnons, c'est de nous réunir assez régulièrement, que ce soit pour ceux qui sont à Paris physiquement, mais également par téléphone ou visio, pour les membres du groupe qui ne sont pas à Paris. La prochaine réunion est prévue pour le 13 décembre. D'ici la fin de l'année, donc pouvoir vous produire le livret de conclusion du premier cycle de conférence en 2021 et début 2022, commencer à réfléchir sur ce projet fédérateur dont j'ai esquissé les premiers détails et de février à janvier 2022, de mettre en place ce cycle de 5 conférences portant sur l'intégration régionale et la jeunesse africaine. Donc, merci beaucoup en tout cas pour votre attention et nous sommes extrêmement preneurs de toutes les idées, les conseils, les suggestions et les recommandations de votre part. Merci beaucoup. Merci Théo. Et José et Théo, je vous invite également à compléter si vous avez des points complémentaires. Merci beaucoup Pascal. Merci beaucoup. Juste un point. Je pense que d'abord, je suis très favorablement impressionné par tout ce que vous faites, c'est tout, mais ça, je ne m'étendrai pas plus, je laisserai chacun donner son avis ou ceux qui le souhaitent. Mais surtout, je pense que le groupe, les seniors constatent un petit peu le chemin qui a été fait. Hein. C'est quand même assez impressionnant et je pense que la valorisation de tout ce travail peut aussi beaucoup bénéficier du support des seniors. Bien entendu, au niveau de la matière à partager intellectuelle et tout ça, c'est également un débouché de nos productions des conférences, ça c'est tout à fait clair. Mais la deuxième chose, c'est que la possibilité de faire partager dans chacun de ces webinaires autour de vous, dans vos relations, toujours selon le principe de cooptation, mais là vers les jeunes, c'est-à-dire dans votre environnement familial ou autre. L'environnement familial, ce n'est pas forcément quelque chose à bannir. Hein. Je rappelle que Fatou Cissé est la fille du général Cissé. Hein. Bon, donc, bon sang ne saurait mentir. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire un petit effort pour chaque fois qu'il va y avoir un webinaire, pour le partager et puis rallier des gens parce que finalement, la force des réseaux sociaux, on peut l'utiliser aussi pour essayer d'apporter des éléments structurants. Hein, voilà, c'était ça. Maintenant, peut-être d'autres avis de d'autres personnes du groupe. Elisabeth, tu as quelque chose à dire? Il faut que tu parles, tu viens de si loin. Oui, bonjour Fatou.
J'étais toujours là, Bonjour, mais je me Elisabeth. suis enlevée de l'écran. Donc, oui, non, je suis vraiment aussi enthousiasmée par ce rapport. Et je me sens aussi évidemment coupable compte tenu de ma tradition judéo-chrétienne qui prend de plus en plus de place. Mais là, je suis revenue du Niger saine et sauve et je commence à avoir de l'espace et même la bougeotte. Donc, j'allais justement, au moment où Pascal m'a interpellée, je pensais déjà, j'écrivais dans ma tête le petit message que j'allais t'écrire. Et donc, jusqu'à nouvel ordre, vous pouvez compter sur moi et puis je vais être aussi, merci d'avoir même mis mon nom sur cette page. Merci, merci à toi. OK. Quelqu'un d'autre a un commentaire? Bon, moi, je veux simplement mettre ce que j'ai écrit dans le chat. Bravo vraiment au GF Junior pour cette présentation très claire et puis complète et intéressante, et qui a beaucoup d'élan, quoi. Donc, bravo à vous. Hein. Merci beaucoup, Martine. Et on partagera la présentation, Pascal, par mail avec Absolument, avec tout le monde, oui, tous ceux qui l'ont pas. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, je terminerai en essayant de respecter l'horaire et en passant la parole à mon président Didier Akoueté. Mais en attendant, je vais essayer d'aller assez vite sur les points qui restent, qui est la partie think tank. Donc, sur la partie think tank, sur la partie donc des conférences, je crois pas un bref récapitulatif, mais un bref historique de ce qui s'est passé sur ce plan-là nous ramène à Charles. Charles a défini merveilleusement bien notre charte lors de l'Assemblée constitutive du 2 juin 2012. On a eu une assemblée, entre parenthèses, comme on dit en rappel en bas de page, cette assemblée constitutive qui a eu d'abord à la fin, la première conférence était en novembre 2011. Nous avons fait une réunion à la fin de la conférence pour ceux qui étaient intéressés par intégrer le groupe. Ça a été le début finalement du groupe. Juridiquement, il y a eu une assemblée constitutive en 2012 qui fait qu'on pourra se permettre de refêter nos 20 ans en 2022. Ça, c'est la constitution officielle. Nous avons eu quelques problèmes pour avoir l'homologation juridique. Nous n'avons pas trop creusé, mais on a cru comprendre que le groupe n'était pas forcément bienvenu à l'époque, par je ne sais trop qui, peut-être un blocage dans un rouage de l'administration ou autre, je ne sais trop. Enfin bref, c'est qui nous avait conduit avec Didier et Jean-Michel Debras à monter la structure à Paris pour avoir un minimum d'existence juridique et donc à reprendre les statuts du groupe Initiative Afrique tout en gardant le projet avec des temps meilleurs de donner un statut juridique à notre fort enracinement ivoirien qui reste quand même, et je dirais yamoussoukroéen, je ne sais pas comment on peut dire ou comment on dit. Mais donc voilà, c'était juste un petit détour pour que vous compreniez mieux comment dirais-je, la forme de structuration que nous avons. Donc en 2012, Charles avait fait cette déclaration que vous trouverez dans au rappel de toutes nos conférences et qui fait le lien avec la partie hommage que nous venons de faire précédemment. Et je la relis parce que c'est celle qui va nous projeter aussi dans l'avenir. Alors, Charles disait, si nous avons insisté pour que ce groupe se crée, c'est qu'il y a un manque réel en Afrique. Nous ne réfléchissons pas assez. Nous ne sommes pas les moins doués pour cela. Néanmoins, le problème, c'est de se mettre ensemble, de réfléchir et de créer la synergie. Comment dégager les vraies questions qui seront les nôtres? Comment arriver à l'optimum? Nous ne devons pas être frileux, nous devons être ouverts.
nous avons aussi quelque chose à apporter dans le cadre de la gouvernance mondiale. Plus on est petit économiquement, plus il faut être fort intellectuellement. Nous avons la capacité intellectuelle d'être dans ce monde et d'initier les transgressions et les ruptures qui peuvent être nécessaires. Cette initiative est une grande initiative. Il y a un défi et l'occasion offerte aux Africains de participer sans complexe et à égalité au banquet de l'universel, comme disait Senghor. C'est cela qui m'amène à soutenir cette initiative. Voilà, je pense que cette charte, elle reste inscrite dans le marbre du groupe et c'est à partir de ça qu'on peut continuer d'abord à regarder ce qu'on a fait, à examiner le parcours de ce que nous avons fait, que je récapitule très vite compte tenu de l'heure, et à se projeter dans le futur. Je crois que cette idée, depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a creusé en fait le sillon autour de cette déclaration de Charles, hein, et de tirer les leçons à chacune des étapes sous forme de recommandations de plus en plus précises et structurées, et pour être bien dans l'esprit défini par les propos de Charles, initier les transgressions et les ruptures nécessaires. Regardons un peu le parcours, c'est ce que nous avons fait. Sur l'État et la société, hein, ça a été vraiment en 2012 notre première conférence et on est parti d'un constat sévère. Je cite juste les têtes de chapitre pour vous rappeler. L'État n'est pas à l'écoute des citoyens, l'État est généralement inefficace et même contre-productif, l'État n'est pas impartial dans une société où la corruption gagne du terrain, les causes profondes d'une situation où l'État ne va pas de soi, analysées en profondeur. Donc vous voyez qu'on était vraiment, je dirais dans le parler vrai et dans le coup de semonce de toutes les situations qui se sont dégradées par la suite. Les préconisations. On disait remettre de la citoyenneté au cœur du processus, mettre en place un processus de réappropriation de cette citoyenneté, conférence nationale, les assises du Sénégal, etc., qu'on citait en exemple, améliorer l'efficacité de l'État, priorité à la dimension économique, c'est ce que nous n'avons pas cessé de faire, être porteur de changement, capacité à innover et promotion des talents, les talents en bonne place, proximité des populations, accepter pour les gouvernants d'être interpellés. Puis nous sommes passés à l'État et la défense. On était donc en 2012. Les armées, des armées qui sont à rebours de leur vocation. Le changement de paradigme sécuritaire au Mali avec une mondialisation des menaces qu'on prévoyait. Hein. La communauté internationale, et on a interpellé aussi la communauté internationale, qui, depuis 2007, par ATT, faisait une demande d'une conférence sur le Sahel des plusieurs pays qui avait toujours été boudé par toute la communauté internationale. Donc, peut-être qu'ATT avait ses responsabilités, mais il n'était pas le seul. On a suggéré les réformes, sortir l'armée du champ politique, et ça, le speaker qui avait présenté ça, c'était le général Cissé, qui était bien placé pour en parler. Le passage par le niveau régional, on parlait déjà d'une école de stratégie interrégionale, de fabrication d'armements locaux sur le plan local, bien sûr de regroupement des forces, et puis l'implication internationale, la nécessité d'implication internationale qui n'est venue que beaucoup plus tard avec l'affaire Barkhane, avec Barkhane. Non, avant Barkhane, bon. Et puis, le dernier point, l'État et le développement, on parlait déjà de deux bombes à retardement, l'autosuffisance alimentaire et l'emploi des jeunes. Bon. Et des problèmes des valeurs, introspection portée par des valeurs incarnées par Yamoussoukro, on parlait de cet aspect qui est effectivement très, très important, et de la coopération internationale, où on parlait déjà de l'absolue nécessité d'autosuffisance alimentaire. On voit aujourd'hui les problèmes qu'il y a au Mali, puis avec la hausse des prix des matières qui nous attend, un plan Marshall, etc. Et puis la deuxième conférence, ça a été sur la jeunesse. Hein, là aussi, on a été
en 2014, je pense, avec notre formulation bombe à retardement ou opportunité historique a fait Flores, pronostic très sombre, à moins d'une véritable inversion des politiques culturelles ressentées sur de nouveaux tropismes. Et c'est là on rejoint l'incantation de notre président Charles Konan-Banny. Hein, on avait dit qu'il faut mettre la jeunesse au cœur de la politique, cela à partir de 5 actions clés, hein, bien précises. L'emploi au centre de la politique économique en agissant sur 8 leviers. Donc voilà, on se rappelle que notre conférence était 15 jours avant les problèmes au Burkina. Ensuite, l'emploi au centre de la politique économique en agissant sur 8 leviers. Donc 8 leviers aussi pour l'emploi. 2014, bon, est-ce qu'on a été suivi partout? Certainement pas. Bon, alors, tout ça, c'est en fait l'empreinte de Charles. Nous avons poursuivi cela sur l'intégration régionale avec la présidence de la conférence par Jean-Louis Ekra, qui est au dernier moment, et avons expliqué comment l'échelon régional est le seul pertinent pour une vraie émergence. Et là, on n'en démord pas. Et donc, toute notre action est là-dessus. Nous avons appliqué nos réflexions à la CEDEAO en précisant 5 choix successifs, que je ne reviens pas, mais quand même, juste pour dire qu'on a fait du chemin un peu. Bâtir une vraie politique agricole commune, on en parle beaucoup aujourd'hui. Oser l'évolution du franc CFA, merci Kako. Prudence concernant l'éventuelle entrée du Maroc. Je crois qu'on avait raison, qu'il faut laisser la communauté économique régionale se muscler un peu avant d'ouvrir la porte complètement avec des dissymétries de concurrence. Renforcer l'intégration avec le Nigeria, et renégocier les APE sans état d'âme. Alors, j'en arrive au dernier point, qui est, en même temps, le groupe s'est développé dans les sens du suivi et de l'engagement, ça on l'a vu. Et donc, actuellement, on est donc dans la perspective donc, de repousser notre conférence de Yamoussoukro, pour les raisons évidentes. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fois la possibilité d'y parvenir, de trouver des financements, dépend de la capacité de sponsoring, que chacun peut y participer, bien sûr, évidemment, par sa cotisation, mais ça, c'est, je dirais, la condition nécessaire, mais pas suffisante. Mais également, je ne suis pas du tout désespéré. Certains bruits, certaines informations, mais enfin, il faut attendre, voir si ça se réalise, nous font espérer que cela sera possible de trouver ces financements et de le retrouver à Yamoussoukro, peut-être à la fin du prochain semestre. Ça, c'est un objet, voilà, c'est une espérance qui, je pense, n'est pas totalement irréaliste. Et je crois que tout le monde autour dans notre groupe se réjouit à l'idée de ça, de se retrouver en présentiel, soit dans ces conférences, soit dans le retour des petits déjeuners sur lesquels là, il y a je dirais, à retrouver une régularité, mais peut-être bimensuelle, de façon à ce qu'on ait un Zoom par mois, un Zoom tous les 2 mois, collectif, et puis le reste en présentiel. Et puis le deuxième point et dernier point que je veux souligner, c'est que tout à l'heure on a évoqué beaucoup l'intégration régionale, notre objectif et l'importance du Nigeria. Et là, je dois dire que grâce à Marie-Roger, j'ai assisté à une réunion la semaine dernière impressionnante du Nigeria ici à Paris, avec d'ailleurs le président Buhari et puis tout le gouvernement, et puis des privés aussi, qui semble-t-il avait une vraie volonté que le Nigeria assume un certain nombre de responsabilités au niveau régional, dans les domaines économiques, dans le domaine social. Nigeria qui deviendra certainement une des plus grandes puissances économiques et qui pourrait constituer un peu la locomotive de la région. Donc, entre Yamoussoukro possible, puis le Nigeria,
je dirais, voilà, on a des horizons pour la période à venir et de l'enthousiasme. Voilà. J'en ai terminé, Didier, c'est juste l'heure. Si je peux te laisser pour… Merci beaucoup, Pascal. Merci à tous. Vraiment, c'était beaucoup de témoignages très émouvants et je crois vraiment tout simplement, nous allons poursuivre l'œuvre de Charles et comme disait Marie-Roger, nous sommes tous un peu des amis, des enfants pour d'autres, des cousins, bref, nous avons tous un lien avec Charles et la seule chose que nous puissions faire par rapport à tous ceux en quoi il croyait et en ceux en quoi nous croyons tous, c'est de poursuivre ce qu'il a commencé et tous ceux qui nous réunissent autour du GIAF. Un grand merci encore. Je sais que Léon, qui est là, très ému, c'est une soirée extrêmement émouvante de témoignages et je suis sûr qu'on se verra à Abidjan lors des funérailles pour certains et puis au plaisir de nous retrouver à Moussoukro pour célébrer la mémoire de Charles et tout ce en quoi il croyait. En tout cas, un grand merci encore Pascal pour avoir organisé ce webinaire et à tous ceux qui ont participé, qui sont restés aussi tard. Je sais que Léon n'a pas dit un mot, mais je sais comment Léon est ému et merci en tout cas Franck pour ce témoignage également et à tous. À très bientôt. Merci encore Marie-Roger. Merci Jean-Michel, José, Fatou, Franck, Arnold, Adjaratou, Martine, Jean-Michel, Jean-Marc Gravedini, Anthony, mon cher Kako, Christian qui s'est connecté, qui est là aussi, Jean-Patrice, tous ceux qui étaient là. Et Léon, je sais que tu es bien là et nous pensons tous fort à toi et à tous. Mais un grand merci encore et bon week-end à tous. À très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Merci.